Pour moi, un défilé de mode, c'est notre concert de rock dans la mode. C'est notre spectacle à l'opéra. C'est ce qui fait que nous allons adresser un message fort au monde entier en présentant des vêtements, en fait. Donc, c'est la dramatisation du vêtement et sa mise en scène. Tout ça, c'est pas juste faire des vêtements. De toute façon, maintenant, un défilé de mode, c'est pas juste montrer, tiens, voilà ce que je fais et point barre, quoi. Maintenant, ça veut dire un défilé de mode, collaborer avec beaucoup de gens et mettre en scène une idée ou une réflexion commune. Je pense qu'un défilé réussi, c'est un défilé qui vous a touché très très fortement en créant des émotions qui sont liées à la maison, à l'histoire de la maison et au thème de la collection pour que non seulement vous vous souveniez d'un moment important, mais que vous vous souveniez d'un moment important pour qui il a été fait. Pourquoi le défilé de mode est-il un spectacle total ? Quel rôle y jouent les égéries ? Et comment la jeune création trouve-t-elle sa place dans l'univers de la mode créative ? Dans cette nouvelle saison de Catwalk Calling, nous avons rencontré des designers, des commissaires d'exposition, des agents, des scénographes, afin de donner la parole à celles et ceux qui font la mode. À travers leurs analyses, leur sens esthétique, leur oreille musicale ou leur stratégie de communication, ces personnalités façonnent les contours d'une industrie créative hors du commun. Je suis Jeanne Balibar et vous écoutez Catwalk Calling saison 2, le podcast de la Fédération de la haute couture et de la mode. Un décor de jeux vidéo en réseau avec 180 joueurs chez Coperni. Des toilettes publiques glamourisées chez Valentino. Ou l'ancienne gare L'Étoile du Nord du 19e siècle reconstituée chez Louis Vuitton. Cette année, comme tous les ans, la Paris Fashion Week a été un spectacle total. Comme dans un opéra ou un ballet, la scénographie, la création sonore, le casting doivent sublimer le propos des designers et surtout de leurs personnages principaux, les vêtements. Chaque défilé doit raconter une histoire et proposer une mise en scène forte, car il faut marquer les esprits. Blockbusters, parti pris plus épurés, les stratégies diffèrent et nous racontent, au fil des saisons, l'histoire des maisons. L'enjeu est fondamental tant le défilé imprègne les imaginaires. Dans cet épisode, découvrez les rouages de ce spectacle vivant unique, au pouvoir symbolique inestimable. Lorsque l'on imagine un défilé, on pense à des mannequins vêtus de créations époustouflantes, marchant le long d'un catwalk, autour duquel se pressent célébrités et professionnels de la mode. Ces représentations sont si profondément ancrées dans nos imaginaires qu'il est rare que l'on s'interroge sur les origines de ce spectacle. Or, on situe les premiers défilés vers le début du XXe siècle dans les grandes boutiques parisiennes. Plus d'un siècle plus tard, le défilé est devenu un enjeu essentiel de la communication d'une marque. Dans les grandes maisons de luxe et de mode, le défilé, c'est là où on va mettre le plus d'argent dans l'année. Lucien Pagès, fondateur du bureau de presse éponyme, représente aujourd'hui plus de 150 marques à Paris et à New York. Son rôle consiste à accompagner le positionnement médiatique d'une marque. Il fait le pont entre l'intérieur, c'est-à-dire le créateur et sa marque, et l'extérieur, le public. La communication est le cœur de son métier et le défilé en est le point culminant. C'est ce qui va donner le ton et ce qui va donner aussi l'idée pour la saison, le défilé, le lancement de la saison. Donc après, toute la communication s'aligne sur le défilé. Ainsi, la Fashion Week voit toujours plus grand. Une surenchère de moyens colossaux, de plusieurs millions d'euros, de décors grandioses. Paris, capitale de la mode, doit impressionner la planète. Ces enjeux colossaux expliquent le côté spectaculaire du défilé. Celui-ci doit être inoubliable, comme nous l'explique Alexandre de Bétac. Figure incontournable du milieu, il a fondé il y a plus de 30 ans
Bureau Betac, une maison de production spécialisée dans la scénographie et la production de défilés. Aujourd'hui, son expérience et son expertise font référence. C'est un exercice coûteux, un défilé, et donc il faut qu'il soit parfaitement rentable. Il y a d'autres moyens de présenter des vêtements à des fins plus simples ou uniquement commerciales. Quand on décide de les présenter sous forme d'un défilé, il faut que ce soit mémorable, il faut que ce soit émouvant pour pouvoir être mémorable, et il faut que ça utilise, à mon goût, à moi, tous les éléments qu'un défilé peut utiliser pour être un défilé. Notamment en proposant une histoire captivante liée à l'identité de la maison. Michel Gaubert est compositeur. Depuis plus de 40 ans, il crée la musique qui accompagne les défilés de la Paris Fashion Week. Chanel, Dior ou encore Vaquera. Pour chacun, il pense la musique en résonance avec les collections et les narratifs des designers. Chanel, avec qui je collabore depuis très longtemps. Et cette fois-ci, le décor, ça faisait un peu... Enfin, moi, ça me fait penser un peu à une œuvre de Richard Serra. C'est que c'était un ruban qui se déroulait à l'intérieur de tout le Grand Palais. Et donc, c'est un peu un effet du hasard. On n'avait pas de brief musical, mais il y avait une musique symphonique du film Oppenheimer, en fin de compte. Et le début, c'est une montée de violon. Et pour moi, ça me faisait penser un peu à un déroulement de ruban. Après, je travaille aussi avec Sakai, une créatrice japonaise qui s'appelle Chitose Abe. Je travaille avec elle depuis une douzaine d'années maintenant. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que d'abord, elle fait un travail absolument exceptionnel et tout basé sur le principe un peu de l'hybridation. Donc on mélange des choses qui n'ont rien à voir, mais après quelque part je suis un peu comme elle, j'arrive à donner un sens à ces deux choses qui se rencontrent. Il faut donc être familier avec l'univers de chaque designer pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur défilé. Michel Gaubert connaît ses clients et sait comment devancer leurs désirs. Alors souvent, ce que je propose, oui, c'est sûr que c'est pour souligner un peu le propos du designer, mais j'aime bien pousser l'enveloppe un peu plus loin de toute façon, parce que c'est sûr que c'est pour raconter une collection, mais j'aime bien aussi des fois leur montrer des choses auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé, parce que sinon j'aurais pas d'utilité dans ce que je fais. Donc quelque part, sinon je serais juste un jukebox humain, vous voyez ce que je veux dire. Et quelque part, bon, c'est ça qui est chouette, enfin c'est ça qui est bien dans notre collaboration, c'est que je peux complémenter et en même temps j'amène mon savoir, enfin ce que je sais ou mon savoir-faire, et quelque part c'est un peu mon but, c'est un peu de dépasser leurs espérances, que c'est pour ça que je suis là, c'est un peu ma raison d'être, enfin je trouve. Dépasser les espérances de ses clients, c'est aussi l'objectif de Lucien Pagès. Avec son bureau de presse, il aborde chaque défilé comme une pièce unique. Sur la dernière Fashion Week Femmes, j'ai travaillé sur 20 défilés. C'est vraiment un tiroir, mon travail sur les défilés. Dans les grandes maisons, on peut être un peu plus à l'aise et on peut raffiner. On est moins dans la nécessité. Donc on peut peaufiner. On peut peaufiner les listes du défilé, on peut peaufiner la façon dont les gens sont accueillis, on peut aller un peu plus dans les détails. C'est différentes nécessités en fait. Il y en a qui ont besoin de faire un coup rapide et fort et pour pouvoir durer et survivre des fois, parce que c'est dur ce business. Et il y en a qui ont besoin de s'inscrire dans une espèce d'histoire longue et aussi d'affirmer une voix très précise. Enfin, pour Alexandre de Betac, créer un lien intime avec l'univers créatif des designers est l'essence de son travail. Je pense que le métier, c'est comprendre l'histoire et donc le DNA de la marque avec laquelle on travaille, comprendre les particularités créatives et personnelles du designer avec lequel on va travailler, que ce soit ses débuts dans sa propre marque ou ses débuts dans une maison de couture dans lesquelles il arrive. Au-delà de la créativité des designers, ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on imagine un défilé, c'est l'exigence du public. Le défilé n'est pas un spectacle vivant comme les autres.
le public n'est pas composé d'amateurs, mais de professionnels. Et en ça, il s'apparente plutôt à un jury. De part et d'autre du catwalk, des yeux experts scannent les créations de haut en bas. Déjà, on est dans le cadre d'un événement exclusif. C'est le milieu de la mode, parce qu'on ne rentre pas dans un défilé en payant une place. On peut pas prendre la place de quelqu'un pour aller à un défilé. C'est un exercice qui normalement n'a lieu qu'une fois, qui est pour un public qui est à la fois très averti, mais aussi très blasé. C'est un public qui ne paye pas pour venir voir un spectacle, mais qui est payé pour venir le voir. C'est un public qui, malheureusement, doit souvent voir au moins toutes les heures, à savoir l'heure d'avant et l'heure d'après, pendant peut-être 10 heures tous les jours, pendant peut-être une semaine, au sein de plusieurs semaines et de plusieurs villes, à savoir dans l'ordre à New York, à Londres, à Milan et à Paris, pour ne citer que les Fashion Week. Et c'est un public qui vient voir un spectacle vivant qui, lui, non seulement n'a lieu qu'une fois, mais qui a lieu qu'une fois avec une immense partie de talents qui sont les mêmes que celui d'avant et celui d'après, c'est-à-dire des mannequins qui courent d'un défilé à l'autre, mais aussi des talents, parce que tous les talents qui font partie du monde des défilés de mode, qui est un monde qui est tellement petit et tellement particulier, sont partagés par tous les défilés de mode. Donc il est très courant que l'équipe de production, interne ou externe, que l'équipe technique, que l'équipe lumière, que l'équipe de son, l'équipe de construction, l'équipe de casting, l'équipe de musique soient les mêmes qui en plus viennent aussi du défilé d'avant ou du défilé d'après, ou presque. Au-delà du public, ce qui rend le défilé plus risqué qu'une autre performance, c'est son caractère éphémère. C'est un exercice qui est pratiquement pas ou peu ou même jamais répété, à l'inverse du théâtre ou du concert par exemple. Il y a peu de temps pour des répétitions, parfois il n'y en a même pas du tout, et qui est donc un type de spectacle vivant qui, j'ai envie de dire, est bien plus périlleux et donc bien plus à la fois stressant, mais amène aussi bien plus d'adrénaline et parfois bien plus de surprise peut-être qu'un concert ou qu'une pièce de théâtre. Ok, allez les filles. Oui, on y est. Oui. C'est justement cette fragilité intrinsèque qui fait naître la magie. Il y a un côté un peu éphémère, un moment unique, et c'est pas la même émotion que quand on voit quelque chose qui a été réfléchi, etc. Donc c'est différent. Je veux dire, une pièce de théâtre ou un ballet, ça peut être très émotionnel, parce que ça a été complètement répété, que les musiques sont parfaitement synchronisées avec ce qu'on voit, etc. Ou même un film. Alors que là, des fois, il y a des choses qui n'étaient pas prévues et ça devient magique, quoi. Des défilés, Alexandre de Béthac, Michel Gaubert et Lucien Pagès en ont organisé ou accompagné des centaines au cours de leur carrière. Ces années d'expérience ont contribué à façonner les contours de leur métier. Pour chacun d'eux, cela suppose la même exigence, le même sens du service et la même obsession du détail. J'ai fait plus de 1500 défilés avec mon équipe Bureau Béthac. Et au cours de ces plus de 1500 défilés, effectivement, j'ai contribué à inventer ce métier ou d'inventer une application de métier qui aiderait le monde de la mode en général à s'exprimer mieux et peut-être plus à travers le défilé de mode et au cours des différentes Paris Fashion Week, entre autres. Les moyens pour y arriver était, je pense, une immense, à la fois connaissance des besoins des publics, et ces publics ont évolué, mais des publics du défilé de mode, et à la fois une immense liberté d'interprétation, liberté d'esprit en général. Quand on atteint ce niveau d'expertise, on a pleinement connaissance des outils et des leviers à sa portée pour avoir de l'impact. Pour Michel Gaubert, l'outil principal, c'est la musique elle-même. La musique, ça peut faire partie de la mémoire collective, et puis la musique, ça touche aussi plein de gens de façon complètement différente, parce que la musique, c'est un accompagnant pour beaucoup de gens. Donc, il y en a qui ont besoin de musique quand ils se réveillent le matin, pour se préparer. Il y en a d'autres qui écoutent de la musique quand ils rentrent chez eux le soir, justement pour se décontracter parce qu'ils n'en ont pas écouté de la journée, ou de la musique pour faire rêver. Donc, c'est un peu, chacun voit comme mieux. Et sur un défilé, quelque part, donc, c'est plus délicat de savoir ce qu'on doit faire, parce que c'est pareil, faut que ça corresponde à un moment ou une raison, par rapport à la collection, par rapport à l'époque. Et
si on a envie d'émouvoir les gens quelque part. Donc, je sais qu'une fois, par exemple, pour Chanel, quand Karl Lagerfeld avait fait son défilé avec la fusée qui décollait dans le Grand Palais, on a utilisé plein de musique dans le défilé, aussi bien Kraftwerk, Radioactivity, une version instrumentale de Brigitte Bardot Contact. Et à la fin, c'était un morceau de Daft Punk pour le final qui finissait presque comme un décollage de fusée. Et au moment où la fusée a décollé et que Karl a appuyé sur le bouton, j'ai passé Elton John, Rocketman. Et it's gonna take me a long, long time, but I'm gonna be a rocket man et tout comme ça. Et c'était, les gens, mais étaient, waouh! C'était une idée facile. Mais bon, on l'a fait et ça marchait complètement bien. Pour Bureau Bétac, les outils sont nombreux, mais les choses s'imaginent d'abord entre les marques et les professionnels de la production. C'est grâce à ces échanges que s'esquissent les contours de la collaboration. On commence d'abord très tôt, en fait, à travailler sur un défilé, parfois même plus tôt que la collection, ou en tout cas plus tôt que l'avancement de la collection. Donc en général, on a des discussions avec les créateurs, certains nous montrent leur mood board, certains nous montrent leur livre d'inspiration, certains nous donnent des mots concrets, d'autres donnent des mots totalement abstraits, certains même donnent rien du tout et comptent sur le fait que notre relation est assez riche et longue pour à elle toute seule se suffire pour proposer une évolution dans la suite de ce que nous faisions déjà ensemble. Et d'autres donnent des idées très 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 précises d'un environnement ou d'une inspiration qui est à la fois celle de la collection mais celle aussi du défilé. Et d'autres donnent même parfois aujourd'hui des idées d'inspiration de collection qui viennent d'artistes plasticiens extérieurs additionnels avec lesquels on commence aussi une relation et qu'on amène à participer, à collaborer dans la création même du défilé. Donc toutes ces choses-là sont des débats que l'on commence très 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 tôt dans les discussions. Il y a une partie pratique et technique qui est qu'un défilé, pour avoir lieu, d'abord il faut l'endroit, il faut un permis. Les permis doivent être déposés au minimum 30 jours avant leur obtention. Donc il y a effectivement une somme une fois qu'on a vu l'inspiration, d'informations que nous devons aider à traduire en un moment, en un endroit, en un plan, en un décor, et ensuite parfois même en une somme d'autres éléments qui peuvent être assimilés à des effets spéciaux, à des musiques particulières, à du live, à un casting particulier, à une odeur, à une lumière, à toutes sortes de choses qui sont sans fin, parce que la chance que l'on a aussi, c'est que le défilé est un exercice créatif qui n'a pas de limite dans le type des outils que l'on peut utiliser pour le créer. Lucien Pagès, lui, dispose d'un outil inestimable, le setting. Un setting doit être fait selon certaines règles très précises. Le sitting d'un défilé, c'est simple, c'est là où on assoit les gens. Et du coup, tout dépend de la salle. Des fois, il y a que des premiers rangs, donc tout est super. Mais même quand il y a que des premiers rangs, des gens qui ont trouvé un moyen de dire qu'ils sont mal placés. Ça peut être qu'il soit trop près de la sortie, qu'il voit pas la fille assez longtemps, qu'il la voit de dos, ou qu'il soit derrière un poteau. Donc, chaque sitting est important, mais après, là où ça se complique, c'est quand il y a beaucoup de rangs. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, parce que c'est un petit théâtre, et donc forcément, il faut mettre les gens les plus importants au premier rang. Il faut qu'il y ait des règles. Donc voilà, moi, ma façon de m'en sortir, c'est de mettre des règles. Leurs places aux différents rangs sont attribuées en fonction de leur importance pour la marque. À partir du moment où le calendrier est publié, on reçoit beaucoup de demandes entrantes. Donc on regarde dans les demandes entrantes ce qui convient à la marque, ce qui est important pour la marque et si on a de la place. Et en fonction de ça, on va rajouter des gens en save the date s'ils n'ont pas manifesté encore leur intérêt, mais on les veut vraiment. Donc on fait le sitting une fois qu'on a la liste et qu'on est dans les temps pour faire le sitting. Des fois, les gens ne sont pas contents quand ils reçoivent leur invitation, mais à la fois leur donner un faux premier rang, est-ce que ça va nous aider vraiment ? Voilà, la vérité, c'est que si on n'a pas donné un premier rang, c'est qu'on pouvait pas le faire à ce moment-là pour plein de raisons. Et donc, des fois, il y a certaines personnes qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas premier rang. Ça peut nous arriver de mettre à côté d'une journaliste qui aime bien la collection un acheteur qu'on aimerait avoir. Ça peut nous arriver. Pour que, enfin voilà, c'est normal, c'est un outil aussi, le sitting et le défilé.
Ces outils originaux ont vu leurs usages bouleversés par l'arrivée des réseaux sociaux et notamment d'Instagram. Instagram a tout changé. Il y avait une évolution, évidemment, depuis que j'ai commencé ce métier, des différents médias. On est passé, effectivement, d'exercices qui s'adressaient au monde uniquement, au petit monde privé de la mode, à ensuite un monde un petit peu plus large avec un petit peu de télé, beaucoup plus large avec beaucoup plus d'Internet, et finalement immensément plus large avec les réseaux sociaux, que sont notamment Instagram et TikTok, et tous ceux qui les accompagnent. Alors, en plus de ce que ça a changé sur la quantité de spectateurs qui est délirante aujourd'hui, parce on a commencé à parler de millions et ensuite de dizaines de millions. On en arrive à parler à des centaines de millions de spectateurs sur la durée post-défilé de la saison. Donc la quantité est devenue gigantesque, mais aussi la manière d'être perçu, vu et shooté. Et l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée d'Instagram d'abord et de tous les autres avec ensuite, fait que on a élargi les points de vue à la totalité des invités, à la totalité des gens qui sont dans l'espace ou dans la salle, et même parfois aux gens qui sont pas dans l'espace et dans la salle. Je pense au défilé Saint-Laurent, où on a, de manière calculée, fait des défilés en plein air sur les fontaines Trocadéro, qu'on a ouvert à un plus large public qui vient derrière les fontaines jusqu'à tout en haut des jardins ou des escaliers. Donc effectivement, l'Instagram et les réseaux sociaux ont ouvert à un nombre de points de vue infini les images qui sont créées depuis les défilés que nous faisons avec les maisons. Et il a fallu pour ça aussi adapter la temporalité, parce que non seulement l'attention des gens est chaque fois plus courte, aussi au début d'Instagram, on avait que, je sais plus, ça commençait par un certain nombre de photos. Ensuite, il y a eu la vidéo qui faisait que 30 secondes. Ensuite, elle faisait que 15 secondes. Donc, il fallait qu'on crée des momentum qui puissent être très, très courts et que les gens puissent, et encore aujourd'hui, rendre efficace pour leur public sur leurs réseaux sociaux de manière très courte, depuis tous les points de vue, à tout moment donné, et j'ai envie de dire même avant et après le défilé, pas que pendant. Donc ça a changé la totalité de ce qu'est l'exercice du défilé et de ce qu'il rend efficace dans la durée. Mais j'espère pour nous, en tout cas au Bureau-Betac et pour les équipes aujourd'hui qui continuent, elle est aussi en qualité, parce que ça offre une plus grande diversité de points de vue de ce même défilé. Effectivement, ça change notre façon de proposer le défilé, parce qu'on sait qu'il va être vu par les téléphones et d'une manière digitale la plupart du temps. Donc, évidemment, il faut voir comment c'est filmé. C'est pour ça, du coup, il y a de plus en plus de caméras d'en haut, des drones. Ça donne un côté spectaculaire au truc un peu événementiel. Puis après, nous, ça dépend, on met les gens qui sont le plus vibrants sur les réseaux sociaux, bien placés. Enfin, on pense à tout ça. On va pas mettre quelqu'un qui est censé faire du contenu au 5e rang derrière une personne. Enfin voilà, il faut un peu réfléchir à ce qu'on veut obtenir pour ce défilé. Donc forcément, si on invite des créateurs de contenu, c'est pas pour qu'ils voient rien. Michel Gaubert a aussi dû s'adapter à la révolution Instagram. Il y a une chose qui a beaucoup changé, effectivement, c'est les réseaux sociaux pour tout ce qui concerne le défilé de mode. Donc, alors, d'un côté, c'est génial parce que ça donne l'option à plein de gens de pouvoir regarder ce qui se passe sur plein d'angles, en fin de compte, que ce soit des clips qui soient faits par la maison elle-même ou qui soient faits par des gens qui sont au défilé ou par des mannequins ou des backstage, etc. Donc, ça rend le défilé quelque part beaucoup plus accessible. Dans cet environnement toujours plus connecté, l'importance du défilé est centrale. Cette audience nouvelle renforce également la nécessité de rester discret lorsque l'on prépare un défilé. Oui, j'ai envie de dire que moi, c'est pas que j'ai pas envie de donner d'exemples sur les stratégies de communication, c'est plus que c'est du domaine un peu du secret. Moi, je travaille pas seul, je réagis en fonction de ce que les gens ont besoin, ont envie d'exprimer. Donc, c'est une discussion qu'on a à plusieurs, elle ne m'appartient pas en fait. Donc, en parler, ça serait comme trahir un secret professionnel en fait. Et puis surtout, je tiens vraiment à cette idée que c'est pas moi, c'est moi au service de quelqu'un. Et voilà, donc je peux pas trop donner d'exemples, même si j'en ai plein. Peut-être dans mon livre plus tard. C'était Catwalk Calling, saison 2. Ce podcast est une création de la Fédération de la haute couture et de la mode, soutenue par Le Défi, produit par l'Acmé, coordonné par Chloé Vibo, préparé, tourné et écrit par Hélène Carbonel,
réalisée et mise en musique par Thomas Rosès, avec la voix de Jeanne Balibar.